Troisième théorie, c'est le modèle républicain. À la différence des deux précédentes théories, le modèle républicain adopte une vision active de la citoyenneté. Au lieu de présenter la démocratie comme un ensemble de procédures permettant aux individus d'entrer en compétition pour défendre leurs intérêts propres, le modèle républicain adopte un postulat holiste qui définit l'individu comme un être social qui partage certaines valeurs et qui tient compte des autres. Ce courant de pensée préconise une démocratie donc participative qui souvent s'inspire des travaux de Jürgen Habermas, notamment avec son concept d'espace public, où s'effectue la délibération et où s'élabore la définition du bien commun. On trouve également cette conception forte de la démocratie chez Benjamin Barber, qui cherche à revitaliser le sens de la discussion et de la contestation chez les citoyens. Ainsi, il s'agit d'une démocratie républicaine qui repose sur une implication forte des citoyens dans l'élaboration et la réalisation de l'agenda politique au regard des politiques publiques qui seront menées. Il y a donc dans cette théorie des valeurs qui sont partagées et qui reposent sur une certaine éthique de l'action publique. La quatrième théorie est la théorie de la démocratie délibérative. Les auteurs qui développent un modèle de démocratie délibérative font de la démocratie un lieu de participation, au-delà des divers clivages sociaux. Il s'agit, par le moyen du droit positif, de mettre en place un système où le citoyen est doté d'un ensemble de prérogatives au titre des droits fondamentaux, notamment les libertés d'opinion, de presse, d'association, de réunion, etc. Et donc, doté de ces prérogatives, le citoyen participe à l'exercice du pouvoir, que ce soit directement comme membre du corps investi d'une autorité politique ou indirectement comme électeur dans une situation donnée. C'est donc le principe de la participation qui est au cœur de la démocratie délibérative. D'où la nécessité de s'assurer lors des opérations électorales d'un taux acceptable de participation. On dirait donc, dans une démocratie, qu'il y a des seuils de participation qui permettent de valider la décision politique. On serait donc dans un pays être élu lorsque plus de 80% de la population n'a pas participé au vote. On ne peut pas se contenter du vote des 20% et prétendre par des calculs savants qu'on a obtenu 80% de la majorité. La participation devient donc un élément essentiel pour l'appréciation de la vitalité de la démocratie dans un pays donné. Voilà les principes, les conditions et les théories qui sont nécessaires dans une évaluation de la démocratie. Nous allons voir qu'il ne faut pas se limiter à l'aspect interne de l'évaluation, qu'il faut en outre regarder l'aspect international.
L'influence du droit international sur le droit constitutionnel des États s'exerce tant sur le pouvoir constituant que sur les pouvoirs constitués. Le pouvoir constituant est encadré par le droit international qui, dans une certaine mesure, impose aux États des modèles d'organisation et des modèles d'écriture des normes constitutionnelles. Les pouvoirs constitués sont également tenus d'adopter des normes compatibles avec les engagements internationaux de l'État. On peut dire que la pression, l'influence du droit international en faveur de la démocratie et des droits de l'homme a des répercussions évidentes sur la vie politique nationale, sur la désignation des gouvernants notamment, et surtout sur la protection juridictionnelle des droits. Le mouvement d'internationalisation du droit constitutionnel est donc une dimension essentielle dans l'appréciation de la démocratie dans un pays. D'une part, il y a ce que nous appelons les sources internationales de la démocratie. Rappelons-nous du rapport établi par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, en 2003, qui s'intitulait « L'interaction démocratie et développement ». Bien que la Charte des Nations Unies ne mentionne pas le terme démocratie, mais le premier mot de la Charte, nous, peuple des Nations Unies, sont le reflet du principe fondamental de la démocratie, à savoir la volonté des peuples et la source de la légitimité des États souverains et donc de l'ensemble des nations. La Déclaration universelle des droits de l'homme énonce clairement le concept de démocratie en déclarant « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ». Dans le rapport du secrétaire général de 2005 intitulé « Dans une plus grande liberté », il est clairement dit que depuis son adoption, la Déclaration universelle des droits de l'homme a inspiré l'élaboration des constitutions à chaque point du monde et a grandement contribué à faire enfin accepter la démocratie partout dans le monde en tant que valeur universelle. On peut donc dire que ces sources évoquées, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, a acquis un statut coutumier et s'imposerait à l'ensemble de la communauté internationale. Mais nous pouvons également évoquer d'autres textes. Premièrement, la déclaration sur les critères pour les élections libres et régulières, adoptée en mars 1994 par le Conseil interparlementaire, et dans laquelle il est affirmé que tout État, devra fonder sa constitution sur la volonté du peuple exprimée à la faveur d'élections sincères, libres et régulières. Je peux aussi citer l'agenda pour la démocratisation présenté le 20 décembre 1996 par le secrétaire général de l'ONU à la 51e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je peux aussi citer la Déclaration universelle de la démocratie du 16 septembre 1997, adoptée par l'Union interparlementaire. C'est vrai que tout ceci pourrait apparaître plus ou moins comme un droit déclaratoire, n'imposant aucune contrainte juridique, n'ayant aucun caractère obligatoire à l'égard. Il n'en reste pas moins que ces textes
sont considérés comme des référentiels qui permettent d'évaluer l'action des États. Et d'autres textes, d'ailleurs, apparaissent aujourd'hui comme emportant une adhésion des États et générant de façon indirecte des obligations contraignantes. Par exemple, la déclaration de Bamako, adoptée lors du Symposium international sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, le 3 novembre 2000 à Bamako au Mali. Ce texte normatif de référence de la francophonie permet, dans le cadre de cet espace francophone, d'apprécier la légalité démocratique et d'évaluer les violations graves des droits de l'homme dans les pays membres de la francophonie. On peut aussi citer la déclaration de l'OUA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, adoptée en 2002 à Durban dans le cadre de la 38e session ordinaire de la conférence de l'OUA. Ce sont des textes, des résolutions, des recommandations à un droit déclaratoire, mais qui n'est pas dépourvu d'influence sur le comportement. À côté de ce droit déclaratoire, nous avons des sources conventionnelles. Alors là, nous avons des textes juridiques obligatoires pour les États qui les ratifient. Il ne s'agit plus de simples résolutions ou recommandations ou des programmes. Il s'agit des normes internationales qui s'imposent aux États qui les ont souverainement ratifiées. Le premier texte, le plus important, je dirais même, sur le champ conventionnel, c'est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966. Ce pacte pose les fondements juridiques des principes de la démocratie au regard du droit international. Nous avons dans le pacte l'affirmation juridique de la liberté d'expression à l'article 19, le droit de réunion pacifique, article 21, le droit de s'associer librement avec d'autres, article 22, le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis, article 25, le droit de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs, article 25. Donc, il s'agit d'un texte obligatoire pour les États qui ont ratifié le pacte international relatif aux droits civils. Nous pouvons aussi citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes. Un texte qui garantit aux femmes les mêmes conditions de vote que les hommes et le droit de participer à la vie publique et aux prises de décision, article 7. Citons la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en 2007 à Addis Abeba et entrée en vigueur le 15 février 2012. C'est le texte fondamental qui comporte plusieurs principes prescrits à l'article 3, le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État parti au principe de l'État de droit, la promotion d'un système de gouvernement représentatif, la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, la séparation des pouvoirs, la promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées, la participation effective des citoyens au processus démocratique et le développement et à la gestion des affaires publiques, la transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques, la condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui sont liées,
Et enfin, le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Donc, il s'agit là des textes contraignants qui s'imposent pour les États qui ont ratifié les dictats. Nous ne sommes plus dans le droit déclaratoire, nous sommes dans le droit obligatoire. Mais bien souvent, les États, les gouvernements s'offusquent lorsqu'on leur rappelle ces principes qu'ils ont souverainement ratifiés. Il ne s'agit plus de textes à vocation déclaratoire, il ne s'agit plus de recommandations, il s'agit d'obligations juridiques strictes que tout État signataire devrait observer et de la façon la plus rigoureuse. Et les violations de ces textes obligatoires doivent donner lieu à des sanctions contre les atteintes à la démocratie. Plusieurs mécanismes peuvent organiser le contrôle et la sanction des dites violations. Nous avons d'abord les mécanismes non juridictionnels. Les mécanismes non juridictionnels. Il y a une diversité des mécanismes non juridictionnels. D'abord, dans le cadre des Nations Unies, nous avons le Comité des droits de l'homme et nous avons le Conseil des droits de l'homme. En dehors des Nations Unies, nous avons l'Union interparlementaire, qui est une institution qui s'investit dans le contrôle et les sanctions des libertés parlementaires. Nous avons l'Organisation internationale de la francophonie, qui, sur la base de la déclaration de Bamako, s'est octroyé un vrai droit d'ingérence démocratique dans l'espace francophone. Enfin, nous avons l'Union africaine, qui peut prononcer des sanctions contre les gouvernements qui violent ces principes fondamentaux en matière notamment de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Donc, plusieurs mécanismes non juridictionnels existent. À côté de ces mécanismes non juridictionnels, on peut trouver à l'intérieur du pays des mécanismes juridictionnels. Dans chaque pays, la justice ordinaire, judiciaire ou la justice constitutionnelle peut offrir des possibilités de recours pour les atteintes à la démocratie. Par exemple, le juge judiciaire peut sanctionner tous les délits électoraux et préserver ainsi le bon exercice des droits civils et politiques en matière de démocratie. De même que le juge peut intervenir pour garantir la pleine jouissance des droits civils et politiques relatifs à la participation et à la gestion des affaires publiques. Notamment, le juge est gardien des libertés fondamentales, les libertés d'opinion et d'expression, les libertés de réunion, les libertés de manifestation. Lorsqu'il existe, mais malheureusement il n'existe pas partout, le juge constitutionnel peut être saisi pour protéger les libertés fondamentales garanties par la Constitution, y compris naturellement les libertés électorales. Et le juge constitutionnel est également appelé à prononcer les résultats définitifs des élections. Il est donc le garant, en dernier ressort, de l'ensemble des droits et libertés relatifs à l'exercice de la démocratie. Une deuxième possibilité du mécanisme juridictionnel existe. C'est le recours à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en cas de violation des articles pertinents de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, d'une part, et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, d'autre part. La Cour est compétente pour prononcer des sanctions contre les États africains
qui ne respecteraient pas leurs engagements relatifs aux principes démocratiques garantis par ces deux instruments. Toutefois, n'oublions pas que la saisie de la Cour doit être précédée de l'épuisement des voies de recours internes. Tout justiciable désireux de porter sa cause devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples doit, préalablement à la saisie, épuiser, sinon tenter d'épuiser les voies de recours internes, car il n'est pas admis que vous puissiez vous plaindre à l'international alors même que vous n'êtes pas plaint devant les juges de votre pays. Il y a toujours devant la Cour une troisième possibilité. Pour l'instant, celle-ci est hypothétique. Le protocole de Malabo de 2014 a introduit dans le cadre de la Cour africaine une section pénale internationale. Alors, il ne s'agit plus là de sanctionner l'État. Il s'agit des sanctions pénales contre certains individus qui entraveraient le droit à la démocratie. Notamment l'article 28E du protocole de Malabo sanctionne ceux qui seraient auteurs des changements anticonstitutionnels du gouvernement, sanctionne ceux qui commettraient des coups d'État contre un gouvernement démocratiquement élu, y compris les mercenaires. Donc nous avons là la possibilité qui est offerte de poursuivre pénalement les auteurs des coups d'État, les auteurs d'actes de corruption, les auteurs d'actes violents des principes démocratiques tels que garantis par la Charte sur la démocratie. Donc, je dirais que tant sur le plan de la responsabilité civile pour l'État que sur le plan de la responsabilité pénale individuelle, il existe des possibilités juridiques de sanctionner les atteintes à la démocratie. Je souligne, pour terminer sur ce point, que le protocole de Malabo n'est pour l'instant pas effectif. Donc il faudra pour l'instant s'armer de patience jusqu'à l'entrée en vigueur de cet instrument et surtout s'assurer que tous les États pourront ratifier cet instrument pour que celui-ci soit opposable à ces États. Il en est de même du protocole de Ouagadougou sur la Cour africaine des droits de l'homme, dont de nombreux États africains, pour l'instant, l'ont pas ratifié. Donc, lorsque je dis saisir la Cour africaine des droits de l'homme, il faudra toujours, pour chaque cas d'espèce, s'assurer que le pays en question a effectivement ratifié le protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Sinon, ce sera une aventure judiciaire, un vœu pieux. Et si vous regardez la liste des pays qui ont ratifié ces deux instruments, la liste est extrêmement réduite à quelques pays. Et donc, le plus grand nombre d'États africains échappent à l'emprise du droit international de la démocratie. Ayant donc dans cette première partie examiné, sans prétention à l'exhaustivité, le cadre théorique de l'évaluation de la démocratie, nous allons donc, dans une deuxième partie, exposer les indicateurs et les grilles d'évaluation de la démocratie. Il s'agit donc de l'approche pratique de l'évaluation de la démocratie. Nous savons que l'évaluation de la démocratie sur le plan pratique est un exercice redoutable. Les pratiques d'évaluation sont aujourd'hui largement utilisées pour rendre compte des systèmes démocratiques qui conditionnent la mise en œuvre des politiques. Mais en Afrique, l'usage de ces pratiques est très peu développé. Très peu développé.
Il s'agit donc de voir quels sont les indicateurs crédibles, quelles sont les grilles d'analyse adéquates pour conduire une bonne évaluation de la démocratie. Regardons d'abord, dans un premier chapitre, les indicateurs de la démocratie. Il existe plusieurs indicateurs de la démocratie. Il serait ici fastidieux et, je dirais, anormalement long de les évoquer tous. Je vais donc me limiter à évoquer quelques indicateurs qui me semblent être les plus importants sans que ceci ne soit exclusif. Dans les indicateurs de la démocratie, il y a deux sous-groupes. D'abord, les indices de la démocratie, puis les baromètres de la démocratie. En ce qui concerne d'abord les indices de la démocratie, on peut citer trois indices. Nous avons, premièrement, l'indice créé en 2006 par les économistes groupes qui prétend évaluer le niveau de démocratie de 167 pays, dont 165 sont membres des Nations Unies. Cette étude a été publiée pour la première fois en 2006, puis actualisée quasiment chaque année. Cet indice de la démocratie est basé sur 60 critères regroupés en 5 catégories. Il y a d'abord le processus électoral et le pluralisme. Deuxièmement, les libertés civiles. Troisièmement, le fonctionnement du gouvernement. Quatrièmement, la participation politique. Et cinquièmement, la culture politique. La notation se fait sur une échelle allant de 0 à 10. Et à partir de cette note, les pays sont classés selon 4 régimes. On dit qu'il y a des régimes démocratiques, il y a des démocraties imparfaites, il y a des démocraties hybrides, et au bas de l'échelle, il y a des démocraties autoritaires. Donc, on a des vraies démocraties, des démocraties imparfaites, des démocraties hybrides, puis des démocraties, des régimes autoritaires. Deuxième indice, c'est l'indice de Freedom House. L'indice de Freedom House, fondé en 1941 par Wendell Willkie, Eleanor Roosevelt, George Field, Dorothy Thompson et Herbert Bayard Swope, est une réponse à l'époque à la menace du nazisme. Mais aujourd'hui, cet indice se décrit désormais comme une voie pour la démocratie et la liberté dans le monde. Donc Freedom House publie un rapport qui classe les États en fonction de leur niveau démocratique. Troisième indice, c'est l'indice Ibrahim. L'indice Ibrahim, qu'on appelle index Ibrahim pour la gouvernance en Afrique, est la collection la plus complète, je dirais, des données sur la gouvernance en Afrique. La Fondation Mo Ibrahim publie donc chaque année un classement sur les démocraties africaines. Donc voilà les trois indices que je pourrais recommander. Vous pouvez aller sur les sites de ces institutions et voir le détail des classements, etc. À côté des indices, nous avons les baromètres de la démocratie. Là, nous avons fait deux choix. Il y a ce qu'on appelle le baromètre des priorités politiques. Le baromètre des priorités politiques, l'exemple, on peut prendre l'exemple de la France. Il s'agit d'un baromètre qui essaie de classer les priorités et les choix politiques des citoyens. Il s'agit donc, dans ce baromètre, d'étudier
les perceptions qu'ont les citoyens de l'État de leur pays. Il y a deux types d'indicateurs qui sont mis en place. En premier lieu, l'indicateur classique du problème le plus important. Quel est le problème politique le plus important dans la démocratie? En second lieu, il y a l'indicateur de la perception de l'évolution de la situation politique dans le pays. En outre, il y a les priorités politiques. Il y a trois types d'enjeux d'action publique qui sont étudiés. D'abord, quelles sont les orientations politiques, les dépenses publiques et les recettes publiques. Vous pouvez aller sur le site de Sciences Po Paris pour voir les résultats, par exemple, de ce baromètre des priorités politiques dans le cas de la France, mais ça existe aussi dans d'autres pays. Deuxième baromètre, c'est l'afro-baromètre de la démocratie. Vous allez sur le site www.afrobaromètre.org. Vous aurez, le site est repris dans le document, vous aurez les éléments de ce qu'on appelle l'afro-baromètre. En 1999, trois projets indépendants de recherche existaient. Le premier conduit par Michael Bratton, le docteur Matt et le docteur Kima Boyd. Donc, ces trois projets ont été fusionnés pour créer ce qu'on appelle l'afro-baromètre. Et le directeur exécutif, le premier directeur exécutif de l'afro-baromètre, c'était le docteur Bratton. Vous voyez donc, l'afro-baromètre est un site qui existe, une mine d'informations, qui vous permet de faire des simulations pour chaque pays africain d'une évaluation de la démocratie. Le site vous permet donc, vous donne des informations sur chaque pays et vous permet donc de construire une évaluation de la démocratie de ce pays. Vous permet de faire des simulations pour chaque pays. Allez donc sur le site d'afrobaromètre.org pour voir pour chaque cas des éléments qui peuvent vous renseigner utilement sur la façon de conduire l'évaluation de la démocratie. Nous avons vu donc les indicateurs de la démocratie. D'une part les indices et d'autre part les baromètres. Regardons donc dans un deuxième temps les grilles d'évaluation de la démocratie. Les grilles d'évaluation de la démocratie. Les grilles d'évaluation de la démocratie sont constituées d'un certain nombre de critères qui permettent de juger sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif les forces et faiblesses dans chaque domaine pour une démocratie donnée. Il y a trois points à examiner. D'abord, regardons quels sont les critères et les hypothèses d'évaluation à partir du grille. Ce que je peux appeler la construction théorique de la grille d'évaluation. Avant de vous montrer dans un deuxième temps les grilles qui existent. Parce que chacun peut construire sa grille, indépendamment des grilles qui existent. Vous pouvez construire donc une grille d'évaluation de la démocratie si vous ne souhaitez pas utiliser les grilles que je vais vous indiquer, à savoir la grille de Robert Dahl, la grille de l'IDEA et la grille de l'Union interparlementaire. Vous pouvez construire vous-même votre grille d'évaluation de la démocratie autour de 10 critères. 10 critères. Je vous propose donc cette grille qui comprend 10 critères. Le premier critère, c'est la légitimité et l'efficacité. Quel est le degré de légitimité et le niveau d'efficacité des gouvernants? Le deuxième critère, c'est le rôle des dirigeants politiques. Dans une démocratie, les dirigeants politiques ont un rôle important à jouer. S'ils sont courageux, s'ils sont foncièrement démocrates, la démocratie a un avenir. Troisième critère,
la culture politique. Éviter que la liberté et la compétition politique ne tournent à l'extrémisme et à la polarisation violente suppose qu'il existe des mécanismes qui maintiennent les conflits et les comportements politiques à l'intérieur des limites tracées par la Constitution. Mais pour que les gens restent dans les limites tracées par la Constitution, il faut que le degré de culture politique dans le pays soit foncièrement ancré dans les pratiques démocratiques. Quatrième critère, les structures sociales et le développement socio-économique. Je pense que les inégalités sociales constituent un piètre fondement pour la démocratie. En effet, on ne peut pas bâtir une vraie démocratie sur la pauvreté et la misère, sur les inégalités sociales. Donc, il ne faut pas regarder la démocratie simplement comme un complexe institutionnel et normatif. Mais la démocratie doit avoir une dimension substantielle sur le plan social et économique. Nous pensons donc qu'il faut examiner la dimension sociale et économique de la démocratie au travers des structures sociales. Cinquième critère, la vie associative. Une vie associative riche peut ajouter un rôle important à l'action des partis politiques. Parce que c'est dans les associations, dans les organisations des jeunes, que les citoyens se forment, se recrutent et apprennent à être des vrais responsables politiques attachés aux valeurs de la discussion, de la tolérance et de la délibération. Sixième critère, l'État et la société. Il faut que le rapport État et société soit marqué par un certain équilibre si on veut que la démocratie soit viable. L'État ne doit pas devenir trop puissant ou trop autonome par rapport à la société. Il faut éviter donc que l'État soit pris en otage par des groupes organisés qui finalement vont manipuler l'action politique à leur profit. Prenons le cas des narcotrafiquants. Septième critère, les institutions politiques. Je voudrais ici simplement rappeler la nécessité d'avoir dans toute démocratie des institutions fortes sur la base desquelles la dévolution du pouvoir se fera dans la paix et la sérénité. Huitième critère, les conflits ethniques et régionaux. Dans les pays marqués, comme le sont les pays africains, par des clivages ethniques, l'absence de dispositions organisant la décentralisation du pouvoir est un facteur qui alimente l'insécurité, la violence et les conflits, voire même les poussées sécessionnistes. Donc, l'absence de mécanismes endiguant le tribalisme constitue un poison pour la démocratie. Neuvième critère, l'armée. Le renforcement du rôle de l'armée peut avoir des incidences sur la démocratie. En effet, lorsque l'armée est systématiquement convoquée et engagée dans l'espace politique, celle-ci finit par prendre le goût de la politique et finit par prendre le dessus sur les civils. On assiste donc à une forme de militarisation de l'espace public, ce qui réduit l'espace des libertés fondamentales. Enfin, dixième critère, les facteurs internationaux. Les pressions internationales ne sauraient à elles seules entraîner un changement démocratique. Mais il ne faut pas pour autant sous-estimer l'influence démocratique potentielle
que peuvent exercer les puissances étrangères. Il faut analyser l'influence des puissances étrangères dans le développement démocratique d'un pays, notamment les pays africains. Voilà les 10 critères que je vous propose pour bâtir votre propre grille d'analyse et d'évaluation de la démocratie. Mais je vous indique également qu'il existe déjà d'autres grilles que vous pouvez utiliser. La première grille, c'est la grille d'évaluation de Robert Dahl. Dans l'ouvrage qu'il a intitulé La démocratie, publié en 1998 à l'université de Yale aux États-Unis, Robert Dahl présente les origines de la démocratie dans le chapitre 1 et dans le 4e chapitre, il montre les conditions hostiles ou favorables à la démocratie. Ainsi, Robert Dahl établit 5 critères pour évaluer la démocratie. D'abord, la participation réelle des citoyens. Deuxièmement, l'égalité de vote. Troisièmement, la liberté d'information. Quatrièmement, le contrôle de l'ordre du jour de l'agenda politique. Et puis cinquièmement, l'inclusion des citoyens majeurs. À ces 5 éléments, il ajoute 10 critères. Il parle de l'éloignement de la tyrannie, c'est-à-dire l'existence d'une culture démocratique, la garantie des droits fondamentaux, la liberté générale, l'autodétermination, l'autonomie morale, le développement humain, la protection des intérêts fondamentaux de la personne, l'égalité politique, la recherche de la paix, puis la prospérité. Donc, vous pourrez vous appuyer sur cette grille d'évaluation de Robert Dahl pour pouvoir conduire une évaluation de la démocratie. Ça supposerait que vous lisez d'abord son ouvrage sur la démocratie. Deuxième exemple de grille d'évaluation, c'est le cadre d'évaluation de l'IDEA, que vous allez sur le site www.idea.int, vous trouvez le guide qui est considéré comme le document le plus volumineux en matière d'évaluation de la démocratie. Le cadre d'évaluation de l'IDEA répond à 3 préoccupations. D'abord, attirer l'attention sur une dimension de la bonne gouvernance. Ensuite, souligner combien l'évaluation de la démocratie est nécessaire, à condition qu'elle soit pratiquée selon la méthodologie appropriée, celle qui est donc donnée dans le guide. Enfin, formuler des recommandations pratiques pour promouvoir la gouvernance démocratique. Je ne vais pas faire le développement surabondant, puisque c'est un document cadre d'évaluation qui est divisé en plusieurs chapitres et plusieurs sections. Je vous recommande de télécharger le guide d'évaluation, c'est un ouvrage, pour voir de quoi il s'agit, de lire et éventuellement vous exercer à l'évaluation du pays de votre choix sur la base de ce guide. Enfin, il y a un 3e guide qui est tout aussi important, c'est le cadre d'évaluation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans le document du cours, je vous donne également l'adresse électronique www.apf.francophonie.org. Le cadre d'évaluation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En effet, l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est associée à la réflexion amorcée par la communauté internationale sur les critères de la démocratie parlementaire. Elle a participé ainsi à la conférence internationale sur les bonnes pratiques de la démocratie parlementaire, qui s'est tenue à Paris du 22 au 23 octobre 2009, à l'initiative du Programme des Nations Unies pour le développement de la Banque mondiale et de la Banque mondiale, dont le but ultime était de parvenir à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une déclaration universelle sur la démocratie parlementaire. Donc, à la suite donc, de cette conférence internationale, une commission politique de l'Assemblée parlementaire a été mise en place. Elle s'est réunie la même année
sous la présidence de André Schneider, un député français, puis elle a défini dans un document les critères d'évaluation du caractère démocratique des parlements francophones. Vous pouvez donc télécharger également ce troisième document, troisième cadre d'évaluation de la démocratie et vous exercer à évaluer le Parlement d'un pays africain ou francophone de votre choix. Voilà les trois exemples, à côté de l'exemple de la grille que vous pouvez vous-même élaborer, les trois exemples de guide qui peuvent vous permettre de procéder à une évaluation de la démocratie. Ainsi dit, nous arrivons donc au terme de cette présentation magistrale du séminaire sur l'évaluation de la démocratie et nous entendons tirer quelques conclusions. Nous disons d'abord, une évaluation de la démocratie ne doit pas être ni exclusivement ni même principalement descriptive. Il ne s'agit pas de décrire le processus démocratique. Il ne s'agit pas simplement de compiler des données quantitatives. C'est une analyse stratégique. L'évaluation de la démocratie est un outil pour identifier les problèmes, les enjeux et les acteurs clés du développement démocratique d'un pays. C'est pourquoi toute évaluation sérieuse doit déboucher sur un portrait autant global que sectoriel de la société donnée. Il s'agit de dire quelles sont les forces et les faiblesses, les acteurs, les problématiques, les tendances et les pratiques sur la base des critères que vous avez préalablement arrêtés. Ainsi, l'évaluation vous permet de dire, sur la base des indicateurs et des critères choisis, comment les acteurs de l'État et de la société génèrent l'instauration des droits et de quelle manière ils sont influencés pour l'édification et la consolidation de la démocratie dans un pays. Par conséquent, une évaluation de la démocratie doit être utilisée en tenant compte également de la problématique du genre, c'est-à-dire en quoi les femmes sont-elles touchées par les problèmes et les enjeux soulevés dans chacune des catégories de droits. Comment les femmes sont représentées dans le système démocratique? Quel est le poids? Celle-ci. Une évaluation de la démocratie doit être un outil flexible. Même si elle vise à un changement politique et social, mais ce changement ne doit pas être souhaité à tout prix et à tout va. Il faut peser et sous-peser les résultats de l'évaluation. Il faudra diffuser l'évaluation. Il faudra que l'ensemble des acteurs comprennent le sens des préconisations. C'est pourquoi il faut éviter que l'évaluation de la démocratie devienne un outil pour l'instrumentalisation de la vie politique. Les résultats de l'évaluation ne doivent pas servir à d'autres fins que la consolidation de la démocratie. Je voudrais donc terminer en disant que évaluer la démocratie est une entreprise intellectuelle et pratique nécessaire pour comprendre la marche de la démocratie dans un pays. Non pas pour sa propre satisfaction intellectuelle, mais pour pouvoir faire des préconisations, des recommandations qui peuvent être partagées par l'ensemble des parties prenantes d'une démocratie dans une société. Gouvernants, citoyens, divers acteurs nationaux ou internationaux. Telle est l'utilité sociale de l'évaluation de la démocratie. Mais, pour les universitaires, c'est également un formidable outil de recherche pour bâtir des mémoires et des thèses
non plus sur les rhétoriques de la démocratie, mais sur les pratiques de la démocratie, telles qu'elles se vivent au quotidien. C'est donc un outil important également pour le chercheur. Je vous remercie pour votre aimable attention.